Nous allons achever ce cycle, ce petit cycle d'intervention avec donc la dernière intervention de Boris Boubacar Diop qui va peut-être nous sortir un peu du contexte bamileke tout en nous y faisant bien asseoir. Merci. Merci Kanyana. Merci aussi Fanny pour l'invitation. Je vais aller vite parce que je sens dans l'assistance une modeste de vibration, comme le désir de s'exprimer. Je sens que ça va être passionnant. Voilà, on est à Genève. C'est ici qu'en 60 a été assassiné Mouminier. Et ici, voilà, nous célébrons, nous commémorons l'assassinat au Cameroun, en pays Bassa, de Oumniobé en septembre 58. Alors, si on ajoute à ces deux noms, les noms de Martin Singa, les noms de Osende Afana, de Wandje, on a vraiment, on voit très bien qu'il y a eu de la part du colonisateur français, face à l'insurrection, pas face à cette lutte de libération nationale, mais une logique de décapitation, si bien que, au-delà des milliers de victimes de cette guerre du Cameroun, ce dont on s'aperçoit, c'est que ces décapitations en série, ont assuré la victoire du colonisateur français. Lorsque nous parlons du combat de l'UPC, nous parlons d'un combat qui a été une lutte de libération nationale qui a été perdue. Ça n'a pas été le cas du Frélimo, du FLN, du MPLA, de l'ANC, du PAIGC de Amilcar Cabral. C'est-à-dire que là, on est, et je parlerai tout à l'heure, du Front patriotique rwandais, puisqu'il s'agit de comparer un peu avec le Rwanda. Eh bien, au fond, tous les débats que l'on a, génocide ou pas, c'est parce que l'UPC a perdu la partie. Et il ne lui a pas été possible de faire prévaloir son point de vue lorsque c'est Ahidjo qui contrôle le pays, qui le dirige, entre guillemets, à l'indépendance. Et lorsqu'il est relayé plus tard par Biya, mais on comprend très bien ce que viennent de dire Thomas et Odile à propos des enjeux de mémoire. D'ailleurs, moi-même, je reviendrai là-dessus. Je suis entièrement, vraiment d'accord avec le titre du livre d'Elgambe de Thomas, qui est ici présent, d'Omer Katsita, sur cette idée que cette guerre cachée du Cameroun est aux origines de la France-Afrique. Peut-être moi-même le sentais-je, mais il a fallu que je lise ton livre à 2 reprises pour voir vraiment à quel point la démonstration est probante, parce qu'elle s'appuie sur des faits tout à fait irréfutables. Alors, de tout ce qui précède, moi, ce que je déduis, c'est que finalement, au Cameroun, dans les années 50-60, c'est le destin des anciennes colonies françaises, mais qui est en train de se dessiner. Si la France est vaincue au Cameroun dans ces années-là, je pense que s'il avait été vaincu, elle aurait été beaucoup moins arrogante, beaucoup moins sûre d'elle. Il y aurait été, parce qu'elle a quand même assez facilement trouvé en Ahidjo ce que Mogobetti appelle parfois son Baodaï, parfois son Ben Arafat, en fait son fantoche, elle l'a trouvé facilement. Le système est en place et on comprend très bien qu'au Sénégal, au Tchad, en Centrafrique, au Gabon, etc., on le reconduit. On le reconduit parce qu'il a fait ses preuves au Cameroun. Et donc, d'une certaine manière, on peut, parfois, ceux qui s'intéressent à l'implication de l'État français sous Mitterrand au Rwanda, mais se demandent, mais
pourquoi l'ont-ils fait avec tant de légèreté? Mais pourquoi? On se pose beaucoup de questions, mais ces questions, on se les pose si on ignore le passé, pour ne pas dire le passif néocolonial de la France. La France, pendant le génocide des Tutsis du Rwanda, se range quasi paresseusement du côté des tueurs, du côté des génocidaires, parce que nous y reviendrons, parce que c'est le cœur de mon propos, parce qu'elle a pris de mauvaises habitudes en Afrique et que ça ne lui a jamais rien coûté. On sait ce que valent les comparaisons, bon, en général, mais en histoire, elles ne valent presque rien. Donc comparer le Rwanda et le Cameroun, c'est un pari risqué, même si Bagosora, le mastermind du génocide des Tutsis du Rwanda, en tout cas de 1994, aujourd'hui qui en a pris pour 35 ans au tribunal d'Arusha, il a été réfugié au Cameroun, c'est là qu'il a été arrêté. Même si il est difficile de comprendre ce qui est arrivé au Cameroun si on fait abstraction de la doctrine de la guerre révolutionnaire, sujet auquel Périès et Cervenet ont consacré, concernant exclusivement le Rwanda, un ouvrage volumineux. Donc les deux événements se parlent. En plus, le Cameroun et le Rwanda n'ont jamais été au sens strict des colonies françaises. Voilà. Après la Première Guerre mondiale, c'est la SDN qui mandate la France pour tenir le Cameroun, et pour ce qui est du Rwanda, la France n'y prend pied qu'à partir de juillet 1973, le coup d'État de Habyarimana, donc elle hérite finalement de ce pays qui d'ailleurs avait été lui aussi confié par la SDN à la Belgique. Il y a ces ressemblances-là. Mais moi, voici ma thèse. Ma thèse, c'est que si la guerre de la France, guerre néocoloniale au Cameroun, et à l'origine de la France-Afrique, le Rwanda, je l'ai dit d'ailleurs dans une longue interview au bulletin de survie, le Rwanda c'est le champ du cygne finalement de la France-Afrique. Et c'est ce que je vais essayer très rapidement vraiment de démontrer. Maintenant, quand on essaie de répondre à la question génocide ou pas, je crois qu'il faut prendre des précautions. Comme l'a dit Thomas ici justement, c'est que le mot génocide est de plus en plus convoqué. Dès qu'un événement dépasse l'entendement par son ampleur, par ses horreurs des victimes, on dit génocide. Et là, on est partagé entre le désir de respecter la douleur des victimes, de leur laisser le droit de nommer ce qui leur arrive, sans trop de spéculation théorico-scientifique, mais aussi de l'autre côté, on se dit, et c'est ça qu'il dit au fond, si on applique le mot de génocide à tout, on le vide de sa signification. Je crois qu'il doit rester le crime absolu, même si vraiment, lorsque face à l'indicible, on parle de génocide, l'envie de discuter finalement s'efface. Hein. Et donc, voilà, bon, je ne vais pas trop m'arrêter là-dessus. Ici, j'ai repris, autre coïncidence, j'ai repris la définition de Genève 48,
voilà, le crime de génocide, sa prévention, le 9 décembre, dans cette ville de Genève. Alors, le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire en totalité ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel. On ne parle pas de politique. Hein. Alors, petit a, meurtre des membres du groupe. Petit b, atteinte grave à l'intégrité mentale ou physique des membres du groupe. Petit c, soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Tout ça, on l'a vu au Rwanda. Petit d, mesures visant à entraver des naissances au sein du groupe. Et enfin, petit e, transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Moyennant quoi, pour horrible, me semble-t-il, mais je suis en présence de deux personnes qui sont, Odile et Thomas, qui sont infiniment plus compétentes que moi sur le sujet, sans parler d'ailleurs de quelques personnes de l'audience certainement. Pour moi, ce que j'en sais, il m'est assez difficile, en comparant avec le Rwanda, de dire que en pays bamileke ou en pays bassa, on peut parler de génocide. Je parlerai de crimes de guerre, je parlerai de, comme on dit, de crimes contre l'humanité. Parce que, vous savez, lorsque l'ONU, sur la base de la définition que je viens de vous lire, refuse de considérer ce qui s'est passé au Cambodge entre 1975 et 1979, je crois, comme un génocide, ça veut dire que je pense qu'on est fondé concernant le Cameroun à dire la même chose. Pour tu as parlé d'éliminationnisme, mais pour le Cambodge, il y a des gens qui parlent de politicide. C'est des crimes politiques de très grande ampleur, mais en même temps, ils ne cadrent pas avec une certaine définition. Et on peut dire que bon, il y a eu des épisodes, aussi bien d'ailleurs au Cambodge que partout où on dit que la définition de génocide ne cadre pas, ne convient pas, partout il y a des épisodes génocidaires. Voilà. Mais est-ce que, pour autant, on peut parler, comme on le fait pour le Rwanda, concernant le Cameroun, de génocide? Je ne le crois pas. Probablement, oui, il y a des personnes qui ont, à un moment donné, mais si on entre dans l'histoire maintenant, dans les détails, mais certainement, il y a des personnes, que ce soit des Français ou des Camerounais, qui pourraient être attirés devant les tribunaux pour crimes de génocide à un moment donné. Mais pour l'ensemble du tableau, j'ai vraiment des doutes. Et il y a l'idée d'intention. C'est très important dans la définition. Il y a l'idée de planification. Je ne pense pas que cela apparaisse dans ce que l'on sait du Rwanda et plutôt du Cameroun. Tous ces éléments maintenant, ça existe à profusion dans le cas du Rwanda, ce qui en fait un des génocides de la vie de tous les auteurs. Hein. Vraiment, voilà, ça ne se discute plus vraiment. L'un des génocides les moins ambigus de l'histoire contemporaine. En fait, ce qui se passe avec le Rwanda, c'est que ceux qui nient le génocide, ils le nient, comme je le dis dans un de mes textes, ils le nient par dédoublement. Voilà. Or, oui, il y a eu 2 génocides, un génocide plus un génocide égale 0 génocide, tout le monde est tranquille. On est, oui, c'est ça, c'est du surréalisme carrément, quoi. On est en Afrique, les gens sont entendus, il ne faut pas en faire toute une histoire. Mais concernant le Rwanda, il y a eu une longue fermentation idéologique à partir du 1er novembre 1959, ce qu'on appelle la Toussaint rwandaise.
entre 59 et 94, on le retrouve dans les romans, dans les livres de Esther Ndiawayo, de Benjamin Séné, de Yolande Mukadasana, dans tous les ouvrages scolastiques Mukasonga. Cette fermentation-là, en fait, elle démarre en 59. Stigmatisation, voilà, les Tutsis, ce sont les cafards. Ils sont venus d'ailleurs, donc leur illégitimité sur le sol rwandais est une illégitimité native, il n'y a même pas à discuter. Et puis, le politique est cristallisé dès ces années-là, avec les Belges, avec l'Église. Voilà, on fonde le Parlement-Hutu, il y a les 10 commandements. Les 10 commandements, on ne peut pas être plus clair. La différenciation physique, etc. Et puis il y a, on parle souvent de la RTLM, mais on ne parle pas assez de Kangoura, le journal de Hassan Niézé, parce que c'est le journal de Hassan Niézé qui publie les 10 commandements. C'est-à-dire, les 10 commandements, ça veut juste que tous les Tutsis doivent mourir. Et il est notoire que dans ce même numéro où Hassan Niézé publie les 10 commandements, toute la dernière page est occupée par une immense photo de François Mitterrand. Et c'est écrit en dessous, c'est dans la difficulté qu'on reconnaît à ces amis. Voilà, c'est vraiment tellement... Au Rwanda, bon, évidemment, la RTL, voilà, dans tous les documentaires et même dans les films de fiction, il y a toujours des passages de la RTLM qui font aujourd'hui froid dans le dos, mais les propos étaient d'une aveuglante clarté. On n'a rien qui ressemble à cela au Rwanda. Et maintenant, il est important quand même d'insister. Le crime de génocide, ce n'est pas seulement un crime d'État, mais il est important de noter qu'il est fondamentalement un crime d'État. Et au Rwanda, la subordination du personnel politique, de l'administration, les bourgmestres, etc., l'armée, les miliciens interamoués, tous sont mobilisés, tiennent des réunions avec des PV pour la solution finale. Et vraiment, si on n'avait pas parlé de solution finale à propos des Juifs, on l'aurait utilisé à très bon escient à propos des Tutsis. Parce que l'idée, c'est que tous doivent mourir. Et ça, c'est important dans la qualification du génocide. Qu'on atteigne le résultat ou qu'on ne l'atteigne pas. En résumé, pour ce que j'en sais, au Cameroun, l'ennemi c'était l'UPCiste, alors qu'au Rwanda, l'ennemi c'était le Tutsi. Les Hutus ont été évidemment tués, mais ils ont été tués en tant que Ibilitso, c'est-à-dire en tant que complices des Tutsis. Voilà. Mais les Tutsis, eux, ils ont été tués en très grand nombre, plus d'1 million, parce que, non pas parce que, pour ce qu'ils avaient fait, mais pour ce qu'ils étaient. Au-delà de ces questions, moi, ce par quoi j'aimerais conclure, c'est ce que j'appelle, concernant, et Odile s'est longuement arrêté là-dessus, très justement, au fond, vraiment, je suis entièrement d'accord, et c'est étrange qu'au fond, on se fasse écho aussi facilement tous les trois, mais c'est la deuxième mort des victimes. C'est la question des enjeux de mémoire. Ça a été, je pense, la vraie victoire de Mesmer, de Roland Prey, du colonel Lamberton, etc. Cette idée qu'on a chez Elie Wiesel, que finalement, que dans ces grandes affaires politiques, le bourreau tue toujours 2 fois, et que la deuxième fois, il tue par le silence. Et ça, je pense que c'était important
pour la France que l'on ne parle pas beaucoup de cette affaire. J'ai vu des films sur voilà, les maquis de l'UPC, etc., où on pose des questions à Messmer notamment, où il répond, voilà, pratiquement de haussement d'épaule, avec beaucoup de mépris. Voilà, ne parlez pas de ça, c'était rien. Voilà. Et puis, on passe aux aveux très facilement. Oui, on reconnaît qu'on a bien tué, mouillé, so what? Et après, voilà, c'est vraiment cette idée de relativiser, ce n'est pas si grave, n'en faites pas une histoire, il y a eu le FLN, machin truc, mais le Cameroun, bon, voilà, c'était pas... Et le corps de Mouillé, coulé dans le béton, plutôt le corps de Oumniobé, le corps de Mouillé, on ne sait pas ce qu'il est devenu, cambriolé. Et ça, on le découvre en 2009. Personne ne sait. Et tout ça, c'est vraiment, il faut oublier, hein, même dans le traitement des victimes. Mais je ne dirais pas que, bon, voilà, que le Cameroun est totalement absent de nos mémoires. Moi, j'écris dans un de mes livres, L'Afrique au-delà du miroir, j'ai consacré un essai à Mongo Betty, ça s'appelle Mongo Betty et je dis, entre autres, à propos de Betty, que ma génération, sur le campus à Dakar, nous sommes la génération qui a lu Memphis au Cameroun. Les noms, oh oui, c'était l'époque de la guerre froide, tous on était maoïstes, trotskistes, machin, on était dans ces histoires-là à fond. Donc on connaissait très bien les noms de Wandje, de Mouillé, de Oumniobé, mais il n'empêche, ces temps-ci, devant venir parler en face de vous, j'ai dit à quelques personnes de ma génération, ou bien beaucoup plus jeunes que moi, ah oui, je vais à Genève, il y a un débat à l'occasion de l'anniversaire de l'assassinat de Oumniobé, mais bon, il faut même expliquer l'UPC, c'est qui, c'est quoi, etc. Voyez, et je pense que vous prenez à la différence de ce qui se fait pour le Rwanda en littérature, dans le domaine du cinéma, etc. Qu'est-ce qu'il y a sur les maquis de l'UPC? C'est vrai, il y a le grand roman de Betty, de Hélène de Ruben. Je sais aussi qu'une Camerounaise va publier en janvier un roman, Mlebou, voilà, ça s'appelle Les Maquisards. Un roman consacré, vraiment très clairement en janvier à la cheminante, un roman consacré exclusivement, il y a ce que fait Fanny, qui vient de nous montrer à quel point elle connaît la question, donc il y a tout cela, aussi bien au Cameroun qu'ailleurs. Mais je pense que cela ne suffit pas. Et c'est bien qu'on soit ici ce soir pour, voilà, que la flamme reste vive. Et pour que, au fond, lorsque Singa, Mounié, Ofana, etc., ils s'engagent dans cette, Afana plutôt, ils s'engagent dans cette guerre, ils savent qu'ils vont mourir. Mais ils se disent que ça va être relayé. Mais c'est le cas de Wandje. Il refuse qu'on lui bande les yeux, il refuse de... Mais il va courageusement à la mort. Et il y a ses bourreaux, voilà. Vous êtes les plus forts en ce monde, vous allez en finir avec moi, mais pas avec mes idées. J'ai formé des gens qui vous demanderont des comptes. Et on a la tristesse de se demander si finalement ça se passe exactement comme ça. Je crois qu'on est loin de ça, et c'est pour ça que cette rencontre-là et la rencontre de ce soir est importante. Alors, pourquoi je dis, c'est pour là que je vais terminer naturellement, que le Rwanda, c'est le champ du sud de la France-Afrique. C'est une conviction. Et ça ne veut pas dire que oui, la France-Afrique, ce sera fini dans 5 ans, dans 10 ans, oh, et là encore de beaux restes. Mais ce qui s'est passé avec le Rwanda, c'est que, au fond, le silence a été impossible. L'État français a été incapable
d'imposer son point de vue sur cet événement. Je pense que ça c'est fondamental. Et ce qui se passe, c'est que on ne compte plus les romans, les films, etc. Tous les débats sur le génocide des Tutsis du Rwanda. Je pense que ça, c'est une victoire. Et moi, j'ai suivi plus ou moins ce truc-là. Je me rappelle au début, quand j'en parlais dans des conférences comme ça, alors la première étape, c'est des Français qui sont là, mais qui rigolent presque, quoi. Voilà, ils s'entretuent avec des machettes, voilà, et puis ils viennent dire que c'est nous. C'est un peu ce que dit Mitterrand à Biarritz, aussitôt après le génocide en décembre 1994, au sommet franco-africain. On l'interroge, il dit, mais que peut faire la France quand des chefs africains, tous les mots dans la bouche de Mitterrand ont été bien pesés, que peut faire la France quand des chefs africains essaient de régler leurs problèmes à la machette? Ça a été la première idée. Et puis après, les Français eux-mêmes, ils disent, bon voilà, ok, ça s'est passé, mais bon, nous, on n'y est pour rien. Et puis il y a la troisième étape où, aujourd'hui, les gens, quand même, ils font profil bas, ils rasent les murs. Et pourquoi? Parce que des citoyens français, et ça c'est fondamental. Je pense que d'ailleurs, quand on fait l'histoire des luttes de libération nationale, le FLN, etc., bon, voilà, il y a les gens qui se sacrifient sur le champ de bataille, mais sur le terrain de la propagande, vous avez des porteurs de valises, vous avez des Janson, des Sartre, et tous ces gens-là. La guerre du Vietnam aussi, le Vietnam n'a pas gagné ça toute seule. Et je crois que ce qui s'est passé avec le Rwanda, c'est des organisations survie, des personnalités comme Patrick de Saint-Exupéry, des historiens chrétiens, Brunier, mais ils étaient quelques dizaines au début, mais on n'est pas loin du millier aujourd'hui. Voilà. Le Rwanda est devenu un sujet de politique intérieure française. L'État français le sait, l'opinion française le sait, et c'est bien la première fois que la France, sur le continent africain, est prise sur les faits et ne peut pas nier. Un groupe de citoyens français de Bordelais, ils ont écrit à Alain Juppé. Ils lui ont dit, mais Monsieur Juppé, expliquez-nous ce que vous avez fait au Rwanda. Jean-Pierre Cosse, un citoyen français, a écrit un livre monumental comme celui-ci, Alain Juppé et le Rwanda. Je veux dire, là, je pense que c'est important, et au fond, ça peut servir de modèle pour les autres pays africains. Donc ce rôle est bien documenté, et pour terminer, qui montre que vraiment la France est en mauvaise posture dans cette histoire, autant sur le Cameroun, voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé, machin, assez fièrement, avec une certaine arrogance, autant sur le Rwanda, c'est difficile. On peut parler d'une grande solitude diplomatique et morale de la France. Sur le dossier rwandais, quand on suit cet événement de près, ce dont on se rend compte, c'est que les alliés traditionnels de Paris, que ce soit l'Amérique, la Suède, enfin le bloc occidental, tous ces gens de l'OTAN, qui aiment bien bombarder de temps en temps ici et là, eh bien, tous ces gens sur le Rwanda, ils prennent leur distance vis-à-vis de la France. Ils ne la gênent pas, mais en même temps, ils refusent d'aller avec elle. Et on l'a bien vu à l'occasion du 20e anniversaire. On le voit bien, tous ces pays, la Belgique, les États-Unis, etc., que leurs excuses soient sincères ou pas, c'est une autre histoire, ont présenté leurs excuses au peuple rwandais, comment dire, continuent à traquer les génocidaires, à les juger et à les condamner s'ils les estiment coupables, et
Paris, moi j'étais à Kigali pendant le 20e anniversaire quand il y avait ce conflit-là entre Hollande, est-ce que Taubira y va ou pas, etc. Voilà, l'heure était grave, mais tout le monde se moquait un peu de Paris, y compris d'ailleurs les ressortissants des pays que je viens de nommer, des pays occidentaux, journalistes, etc. etc. Et donc oui, pour conclure, bon, je pense que le Cameroun, ça a été mais extrêmement tragique, mais notre mémoire ne la prend pas assez en charge. On ne peut pas compter sur les États pour le faire. C'est pas Biya qui peut le faire. Évidemment, c'était exactement le contraire des préoccupations de quelqu'un comme Aïd Chou. Donc il y a quelque chose à faire, mais en même temps, signe d'optimisme quand on voit que la France ne gagne pas toujours sur le continent africain, le Rwanda en est une preuve. Maintenant, imaginons que le FPR ait perdu la bataille militaire et que Paris ait réussi, on le sait maintenant, hein, que Paris ait réussi à imposer, je ne sais pas quoi, n'importe quel dirigeant, Bagosora ou en nous, l'histoire aurait été très différente, et voilà, peut-être que la mémoire des victimes du génocide des Tutsis du Rwanda aurait été aussi oubliée que la mémoire des victimes des crimes politiques, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre commis par la France. Et c'est là